je trouve que le sujet du SEO, c'est on a toujours l'impression que il faut être très expert. Il y a beaucoup de personnes qui vendent des formations. Globalement, le SEO, c'est assez simple. C'est avoir un site rapide, une expérience utilisateur qui est simple, et poster du contenu régulièrement. Voilà, s'il faut résumer le SEO, c'est ça. Attends, t'as dit site rapide, expérience nouveau utilisateur contenu et nouveau contenu régulièrement. Voilà. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Anatole Rozan, fondateur de Macoq.com, MACOQUE.com. Macoq est un des leaders de la vente de coques et accessoires de téléphone en France, mais c'est surtout une belle petite entreprise familiale et indépendante. Avec 2 millions de CA cette année et plus de 400 000 clients, ce qui est le plus intéressant, est qu'Anatole a monté cette boîte à 17 ans dans sa chambre d'ado, puisqu'à 17 ans, t'es encore un ado. Aujourd'hui, quelques années plus tard, il emploie une quinzaine de personnes, dont ses 2 parents. Il a monté la boîte en autofinancement, en croissance organique uniquement, sans jamais d'achat payant et sans prestataire, en faisant tout en interne. Ce qui est intéressant avec Anatole également, c'est qu'il a monté plusieurs business, Macoq, qu'il a fait croître de manière organique, Dili, dont on parlera, qui est un gros projet en mode machine de guerre, sur lequel il y a des apprentissages aussi à tirer. On va parler transfo, outils e-commerce, PIM, Product Information Management, et développement maison, puisqu'Anatole a testé énormément de plateformes sur ses différents projets ces dernières années. Anatole, bienvenue sur le Panier. Merci, bonjour à tous les auditeurs du Panier. Et peut-être une première question qui m'intrigue, mais tes 2 parents sont employés du coup de Macoq, c'est génial. De quoi vous parlez à table le soir ? Alors le soir, les sujets sont très très animés. On discute de la journée, des apprentissages de la journée, de toute la logistique, les problèmes logistiques, les problèmes du quotidien. Et c'est assez étrange de parler de ça avec ses parents, mais bon, du coup les Donc débats le soir, vous parlez business. Exactement. On parle souvent business quand je les vois. Et ça peut aller très très loin et ça peut déraper sur toute la soirée. Donc voilà, c'est ça qui est sympa aussi. C'est drôle. Et alors, ce qui est intéressant aussi, que tu m'as dit en préambule, c'est que vous êtes des triplés. Ouais. C'est ça, et que tu as un frère qui est aussi entrepreneur dans le e-commerce, dans le dropshipping, et une sœur en revanche qui a fait médecine, donc qui a choisi le droit chemin, quoi. Exactement, la voie de la raison. La voie de la raison. Et tes parents font quoi dans la boîte ? Alors, mon père, il gère toute la partie administrative, RH, un petit peu le background. C'est ce qu'il a fait dans le passé ? Ouais, il était en ressources humaines. Et ma mère, elle s'occupe de toute la partie logistique, elle gère les équipes, et ça veut dire qu'elle s'occupe du bien-être aussi de toutes les équipes. Elle est happiness officer, voilà. Okay. Mais globalement, voilà, elle fait de la logistique et elle s'occupe que les équipes les équipes travaillent bien et voilà. Donc pour dresser le portrait, et puis on va rentrer dans le détail ensuite, mais dresser le portrait de tes boîtes et de toi-même, il y a donc Macoq qui vend des accessoires et des coques de téléphone que tu as lancé à 17 ans, ça fait quelques années, ça fait 6-7 ans, tout en interne, croissance organique, autofinancement, pas d'achat média, développement en interne et en mode itératif, c'est ça, un MVP pour commencer, puis vous avez évolué au fur et à mesure. Exactement, ouais. Okay. On a commencé avec du WooCommerce, puis du PrestaShop, et après on a évolué petit à petit. Super. À côté de ça, il y a 2 ans, tu lances Dili. C'est quoi Dili ? D-E-A-L-Y d'ailleurs. C'est ça. C'est quoi Dili ?
Alors Dilly, c'était, enfin, on voulait en fait concurrencer Amazon en montant une marketplace avec des produits expédiés de France et, euh, et en fait, bon, on l'a arrêté depuis parce Mais que vous êtes quand même allé c'était, assez loin. Alors Dilly, tu l'as monté sur Magento avec Akeneo comme PIM, ouais. une machine de guerre, quoi. Ouais, voilà. On a essayé de faire une machine de guerre, quelque chose qui, on avait à peu près 300 000 produits, quelque chose comme ça, sourcés sur plein de fournisseurs. On avait automatisé l'import des produits, toute la gestion de stock, et tout ça c'était connecté à tous les fournisseurs. On avait fait aussi une API, ce genre de choses. Et en fait, on a vu un petit peu trop gros. Euh, donc voilà, ça s'est assez vite arrêté, mais c'était un bon enseignement pour la suite. Donc Macoq, qui est hyper lean, mode MVP, donc minimum viable product, vous avez itéré pour en arriver là, 2 millions de CA annuels et 400 000 clients. De l'autre côté, Dilly, énorme machine de guerre. Et tu montes un troisième projet qui s'appelle Les Échoppes. Exactement. C'est Ouais. quoi Les Échoppes? Alors les échoppes, c'est une marketplace de produits d'artisans français. Donc l'objectif, c'est de développer le commerce local, l'achat local. Donc c'est en fait de permettre à des artisans de se développer, et de développer leur vente sur Internet. Et voilà. Et donc, après avoir fait du WooCommerce, du PrestaShop sur Macoq, du Magento, sur Dilly, Les Échoppes, vous le développez vous-même. On fait tout nous-mêmes. On développe la marketplace nous-mêmes, le back, le front, l'espace vendeur, la possibilité que les artisans ajoutent leurs produits par eux-mêmes. Donc on refait tous ces outils en interne. Génial, on en parlera. Mais commençons par le commencement. Comment t'es venue l'idée et comment est-ce que tu as lancé Macoq à 17 ans? Alors, j'ai commencé déjà quand j'avais 15 ans à faire des sites. À l'époque, j'étais très très fan de l'iPhone. À l'époque, l'iPhone 5. Et en fait, j'avais pas les moyens de m'en acheter un, donc j'ai un petit peu rêvé en développant un blog avec mon frère qui s'appelait Atiphone. iPhone, A comme Anatole, T comme Théophile, son prénom, et iPhone. On a un peu rêvé pendant un an. On a quand même réussi, je crois que c'était en 2010, à avoir une app développée gratuitement par quelqu'un au Brésil. Euh, Gratuitement. Ouais, voilà. À l'époque, en plus d'avoir une app, c'était quand même assez incroyable, assez novateur. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de personnes qui avaient des apps, ça coûtait très cher. En fait, on avait fait tout un schmilblick, on lui avait fait un placement de produits de ses apps à lui sur notre blog, et du coup, il nous avait gratuitement développé une app. Donc voilà, c'était les tout débuts, donc là, j'avais à peu près 15 ans. Et on faisait pas mal de concours pour faire gagner des produits, notamment des coques. Donc au fur et à mesure, j'ai abandonné ce projet et j'ai lancé ma première boutique pour m'amuser, boutique sous WooCommerce à l'époque. Et en fait, je m'étais donné juste un objectif, c'est de lancer pour l'iPhone 5, pour le lancement de l'iPhone 5, ce que j'ai fait. Et au bout d'un mois, on a eu quelques ventes et je crois que en 2 mois, on était à peu près à 3 000 à 4 000 euros de serre. Ok, ce qui à 16-17 ans, très cool. Ouais. Donc, premier site sous WooCommerce et vente d'accessoires pour l'iPhone 5 qui sort à ce moment-là. Exactement. Ok. Et ça, c'est la même base, enfin en tout cas, c'est l'embryon de Macoq aujourd'hui, c'est ça? Exactement, ouais. Ok. Pardon, je te laisse continuer. Non, après, au fur et à mesure, on l'a fait évoluer. On est resté sous WooCommerce pendant 1 à 2 années. Donc là, le lancement, pour se situer un peu, on est en 2012, donc novembre 2012. Et après, on est resté sous WooCommerce jusqu'à 2015. Dans toute cette période-là, j'ai passé le bac, voilà. Bon. Donc tu fais ça le soir et les week-ends. C'est ça. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, pardon, je le dis pour nos auditeurs, mais Anatole a continué ses études. T'es à l'EMI aujourd'hui, l'école européenne des métiers. Alors, c'est quoi? Ouais, EMI. École européenne des métiers de l'Internet. Métiers de l'Internet, voilà, j'ai un doute sur lui. Donc, tu as continué tes études, évidemment, en parallèle. Au début, tu fais ça seul et avec ton frère? Alors, Macoq, au début, on l'a commencé à le réfléchir avec mon frère, et après, on s'est un petit peu engueulé et j'ai continué tout seul le projet. Donc là, toujours en 2012, donc là, j'étais après en première. Ok, vous êtes en bon terme aujourd'hui? Oui. Ouais. Ok. Ok. Et alors, comment on passe de 3 000 euros au bout de quelques mois à 2 millions d'euros par an? J'aimerais bien qu'on retrace un peu cette croissance et surtout tes leviers d'acquisition. Vous avez pivoté depuis le début ou pas? Non, on n'a pas pivoté non,
pas du tout sur ma coque. Le projet Dilly, on l'a pivoté pour le nouveau projet qui est les eShops, donc cette nouvelle marketplace. Mais non, ma coque, on l'a pas pivoté. Donc on est resté sur donc comme je te disais les premiers mois de 3 000 euros. Et en fait, au fur et à mesure, on a donc tu sais, quand tu as 17-18 ans, t'as pas d'argent, donc tu fais pas de ads ou de pubs, de campagnes de pubs, ce genre de choses. Donc nous, c'était que du SEO, du référencement naturel. On a bien bossé le site aussi. Je pense que ça, c'est hyper important d'avoir une expérience utilisateur qui est confortable. Et c'était ça le vrai travail. Donc on a continué là-dessus et jusqu'à après je sais pas si t'as des questions par rapport à cette période entre 2012-2015. Mais en fait après il y a eu un gros turning point en 2015 où là on a un peu tout cassé, donc je pourrais te le Tout raconter cassé. après. Vas-y, rentrons dans. Bah donc Allons-y, hein. c'est parti alors. Non, en 2015 en fait, donc mai 2015 a été un mois hyper important. On a en fait complètement basculé de WooCommerce à PrestaShop. Et ce qui s'est passé, c'est que, alors petite anecdote, donc j'étais à une conférence de Xavier Niel pour mon école à l'époque, et en fait il m'a un peu fait rêver pendant 1 heure. Et à l'époque, il parlait beaucoup de ses enseignements par rapport à Free, le fait qu'il ait cassé le marché en réduisant les offres, voilà. Et je me souviens très bien ce soir-là, je crois que c'était en janvier, je rentre chez mes parents qui étaient au coin du feu en train de parler, et je leur dis ok, on arrête tout, on change tout, on change de techno, on divise les prix par 3 et c'est parti. Et du coup après en quelques mois à côté, j'ai monté un nouveau site donc sous PrestaShop avec des prix complètement cassés qui sont les prix actuels, qui sont à peu près 5 euros pour une coque. Et là, boum, 2015 on fait 180 000 euros et 2016 on fait 1 million. Donc, Wow, huge. Attends, ouais. j'adore. Donc tu lances en 2012, tu fais 3 000 euros les quelques premiers mois. 2015, tu fais 180K. 2016, c'est ce que tu viens de 2016, dire, hein, ouais, exactement, ouais, 1 million. 2016, le million. Et après 2017, 1,5 million. Incroyable croissance. Ok, alors du coup j'ai plein de questions, mais juste pour situer un peu, Macoq distribue des produits que vous allez sourcer partout dans le monde. Ouais, on a essentiellement en Chine, on a plusieurs fournisseurs en Chine, ouais. Ok. Si je pense à 2 millions de CA et que je dis que une coque ça coûte, je vais pas faire de bêtises dans mon calcul, mais ça coûte 5 euros, ça veut dire que tu écoules 300 à 500 000 produits par an. Ouais, c'est ça. Je pense à peu près. Depuis le début, on est à peu près à 800 000 produits. Donc, ouais, un peu moins, peut-être 150 000 Ok, par an. entendu. Et effectivement, c'est la remarque que je me suis faite. C'est pas cher. Alors enfin à chaque fois que j'ai payé des coques, j'ai payé ça 10 balles. Là, je vois des coques 6, 7, 8. Alors j'ai un OnePlus, mais c'est pas très cher. Là-dessus, vous arrivez à marger? Ouais, on n'a pas beaucoup de marge par rapport à nos concurrents. Nous, on joue essentiellement sur le volume. Et c'est comme ça en fait qu'on vit. On est à peu près à 20-30% de marge maximum. 20-30% de marge. Ok, donc tu sors 400K sur les 2 millions. Ça, c'est en marge nette ou marge brute? Marge nette. Donc, ok, c'est très. C'est plutôt bien. Ouais. Oui, c'est plutôt bien dans ce secteur. Ouais. Okay. Aujourd'hui, on est un petit peu moins rentable parce que c'est vrai qu'on a lancé les Google Ads, enfin tout le SEA, on l'a lancé, donc ça coûte aussi un peu d'argent, mais ouais, globalement, on est dans cet ordre d'idée là. On reviendra tout à l'heure dans le détail, de WooCommerce, PrestaShop et ce fameux mois de mai 2015. Mais je me le note. Presta et vraiment accélération, baisse des prix et accélération. Quand tu dis baisse des prix, vous êtes passé de, c'est quoi le panier moyen avant et ensuite? Alors le panier moyen avant, on était dans les alentours de 21 euros. Une coque coûtait à peu près 12-13 euros. Et ouais, ok, c'est les prix que j'avais en tête. Voilà. Et en fait, au lancement, en mai, au relancement, je dirais, on était à 4,99 € pour une coque et 6,99 € pour un étui à clapet. Et là, on est plutôt dans un panier moyen à 15 €. Actuellement 15 €. Donc tu as perdu sur le panier moyen, mais alors on l'a réaugmenté en faisant quelques techniques classiques, notamment la livraison gratuite à partir d'un certain montant. Donc là, aujourd'hui, on est à peu près à 17 €. 16-17 €, ouais. Hors taxe, hein, bien sûr.
Donc ça c'est 2015-2016 et vous continuez de croître jusqu'à au CA actuel dont tu m'as parlé qui est vous devriez faire 2 millions d'euros cette année, c'est ça? Exactement. Alors, on a eu quand même des baisses que je pourrais aussi expliquer en 2018, notamment. Ok. En fait, il y a eu un changement d'algorithme de Google je crois que c'était avril 2018, quelque Alors chose comme c'était ça. lequel celui-là? C'était non, c'était pas Panda. Je m'en souviens plus. Il y en avait quand même Ok. beaucoup. Et celui-là nous a fait particulièrement mal. Donc à l'époque, on n'avait non plus toujours pas de d'ads, rien, pas de marketing. La marque aujourd'hui est pas très connue. Donc là, c'est vrai qu'on avait mis tous les œufs dans le même panier, que SEO, SEO, SEO. Ça cartonnait, on était premier partout. Tu mettais Coq iPhone 10, Coq iPhone 11, on était tout le temps premier sur Google, tout le temps premier. Ok. Et là, changement d'algo, boum, on a descendu et on était donc à 1,5 million en 2017. 2018, on est descendu à dans les alentours de 1 million, 1 million 1 et après ça c'est resté un peu en décroît jusqu'à 2019 et là par contre ça augmente énormément et jusqu'à 2 millions. Donc on a fait 1 million, on est monté à 1,5 million, on est Donc redescendu t'as à 1 perdu million. un tiers et tu vas doubler. Exactement, Ok. ouais, Ça fait un peu montagne russe, mais c'est ça c'est aussi ça, qui est le risque quand tu dépends d'un seul canal d'acquisition, exactement. qui est le SEO. Alors on creusera tout à l'heure tes techniques et tes apprentissages et éventuellement et du coup tes conseils sur le SEO. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous lancez, on en parlera aussi tout à l'heure, mais vous lancez maintenant d'autres canaux. Vous commencez à faire du paid. Social et search et on y viendra. Ok, mais pour revenir sur le business, ok, ta structure de coût aujourd'hui, elle est comment? Du coup, vous faites tout le développement est fait en interne sur les 15 personnes. Il y en a combien qui sont sur la partie technique? Alors, on a sur la partie technique, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un développeur seulement. Donc voilà. Après, moi, je fais toute la gestion c'est moi qui fais toute la boutique, ce genre de choses. Donc, je gère un peu au quotidien. Là, tu vois, l'ajout de fonctionnalités assez basiques. On a une personne pour tout ce qui est Instagram et Facebook Ads. Une agence pour aussi Google Ads et après le reste on a beaucoup d'équipes en logistique, beaucoup d'équipes en SAV et aussi une équipe aussi de rédacteurs qui est au Canada. Voilà. Ou une équipe de rédacteurs qui est au Canada? Ok, Ouais, rédacteurs pour les fiches produits. exactement. Ouais. Et on produit énormément de fiches produits. On en crée énormément. Il y a combien de produits dans le catalogue actuellement? On est aux alentours de 30 000 et on est à peu près chaque semaine à peu près entre 150, 300 produits par semaine de nouveau. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de sorties de téléphones dans toutes les marques cumulées, Xiaomi, Huawei, et c'est pour ça qu'on est obligé de s'adapter tout le temps, quoi. Voilà. C'est intéressant parce que indirectement, tu as une notion de. Je reviendrai après sur les produits, mais tu as une notion de part de marché des différents acteurs. Ouais. Oui. Alors là, nous, on le voit, on voit les acteurs qui décroissent, on voit ceux qui deviennent de plus en plus connus. On a vécu l'apogée, par exemple, des marques comme Huawei et Xiaomi, ou même OnePlus d'ailleurs. Je sais que tu es équipé du coup d'un OnePlus. Et ces marques-là, c'est fou. En quelques années, elles sont devenues hyper importantes en France. Alors vraiment par curiosité, mais tu peux nous donner des répartitions sur des participations au CA? Ouais. Ou en tout cas au nombre de commandes? Alors alors j'aurais pas les parts exactes, mais Non, mais les ordres de grandeur m'intéressent. ouais, je dirais que Huawei, je pense qu'aujourd'hui c'est à peu près 30%. C'est énorme. Ouais. Xiaomi, je crois que Huawei est officiellement passé plus grand vendeur au monde de téléphones, si je dis pas de bêtises. Ok. En nombre de téléphones vendus, hein, pas en marge, puisque Apple restera maître là-dessus. Mais nous, c'est Huawei essentiellement, Samsung, pareil, 20-30%, Apple aussi, et après le reste, OnePlus très peu. Mais je pense qu'ils sont en 2020, ils vont sacrément augmenter aussi avec leur Ok, nouveau intéressant. OnePlus. Ouais. Donc 30 000 produits, 300 nouveaux produits par semaine, c'est ce que tu as dit. Mais du coup, il y en a autant qui sortent ou pas? Ouais, il y en a pas mal qui sortent. C'est vrai que un produit reste à peu près 3 à 4 mois en ligne. Ok. Voilà. Donc Et pourquoi 3-4 mois? ça dépend. Qu'est-ce qui définit le cycle de vie d'un produit sur Macoq? Alors c'est essentiellement les nouvelles sorties. En fait, plus il y a de téléphones qui sortent, plus les modèles deviennent vieux. Et en fait, ça se change au fur et à mesure. Et au bout de 1 à 2 ans, il y a quasiment plus de produits pour un téléphone.
Je reviens sur mon joli OnePlus. Moi, j'ai un vieux, j'ai un 5 ou un 5T, il est même plus disponible. Alors, il y a quelques coques, mais oui, tu vas avoir du mal à en trouver. Ok. Donc, quelques mois à peine pour une fiche produit, 300 nouvelles fiches produits par mois que vous faites écrire au Canada. Pourquoi au Canada? Parce que j'ai un oncle qui y habite. D'accord, c'est très qui a famille, embauché, voilà, qui a embauché 2-3 personnes autour de lui. Donc en fait, ça a créé notre pôle au Canada. Et je pense qu'on va lancer du coup le Canada au niveau commercial dans l'année là. Mais ils sont employés ou c'est des prestataires? Alors ils sont en freelance. Et c'est pour ça que oui, pour l'instant on n'a pas de société là-bas, mais je pense que plus tard ils seront embauchés. Mais ouais, pour l'instant c'est freelance. Ok. Donc tu disais sur les 15 personnes, une personne à la tech. Du coup, il a un sacré boulot, le pauvre. Oui. Ou pas d'ailleurs, où il fait très bien son boulot et du coup. Il fait très bien son boulot. Voilà, une personne aux réseaux sociaux et pas mal de monde à la logistique. Ouais, service client et logistique. Ouais. Vas-y, rentrons dans le détail. Comment vous êtes organisé? Alors on a il faudrait pouvoir venir. En fait, on est dans un garage à Rueil, à Rueil, c'est ça. Okay. Qu'on a aménagé et en fait on a donc on a trois salariés. Après on a d'autres prestataires, donc des freelances qui viennent. Et en fait tous les jours il y a une espèce de roulement qui se fait. Donc les personnes arrivent vers 9-10 heures. On est réapprovisionné, on fait tout ce qui est remise en stock. Nous, c'est essentiellement une équipe de jeunes, d'amis, essentiellement, d'amis en fait. Et voilà. Et après, il y a une petite pièce à côté où les personnes font du service client. On utilise Zendesk. Voilà. Donc, pourquoi Zendesk? Alors, c'est une bonne solution. On en a testé plusieurs. Vous avez testé quoi? On a testé leur concurrent Freshdesk, qui est aussi bien. Au début, on répondait aux mails sur une boîte mail classique, et c'est vrai que ça change la vie de passer par une techno comme Zendesk. Pour le service client, tu reçois pour le service client. Quel est le niveau le volume, disons, de demandes ou de retours que vous avez? Je dirais qu'on a à peu près par jour 100 à 200 tickets. 100 à 200 tickets par jour. Et combien de ventes par jour? 500 en ce moment. Donc voilà. Après, c'est aussi des tickets qui reviennent, qui sont récurrents. Donc faut pas juste faire le calcul. C'est pas un cinquième des clients insatisfaits. C'est plutôt le fait qu'il y ait des tickets qui soient récurrents. Mais c'est quoi un ticket récurrent? C'est un ticket où la personne, par exemple, il y a des personnes qui se trompent. Ah, le rouvre, pardon, réponse. Voilà, tu fais une réponse et la réponse, ça compte comme un ticket. Ouais. D'accord. Et si on compte des tickets uniques, alors les tickets uniques, on est à peu près à 50. 50 sur 500 ventes. C'est étonnant. Qu'est-ce qu'il y a comme ticket sur une coque de téléphone? Alors, il y a beaucoup de clients qui demandent un petit peu, enfin, qui connaissent pas bien les différences entre certains téléphones. C'est du ticket avant-vente, c'est presque c'est du SAV, c'est de l'assistance à l'achat, quoi. Alors, non, après, ça, c'est une partie, je dirais que c'est 10%. Et après, il y a quand même une grosse partie où nos amis constructeurs de téléphones nous simplifient pas la tâche dans les noms des téléphones. Je te donne un exemple. L'iPhone SE, par exemple, de cette année, il s'appelle iPhone SE chez Apple. Il s'est appelé il y a 2-3 ans iPhone SE, et c'était le format, c'était la précédente version. Donc par exemple, on a aussi pas mal de personnes qui se trompent entre deux modèles. Les produits sont pas compatibles, donc il faut faire du retour client et essayer de les satisfaire. D'accord. C'est quoi la politique sur le retour client? Alors on est plutôt, alors sachant que les produits coûtent quand même que quelques euros. Quelques euros. Voilà. La livraison elle est gratuite à partir de combien? De 25 euros. Généralement, nous, c'est pas dans notre intérêt le retour produit est pas quelque chose qu'on a beaucoup développé parce que sinon on perdrait en marge. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est si le produit par exemple est cassé, on laisse le client garder le produit et on lui en renvoie un. Et après, si par exemple le produit n'a pas été reçu, on fait une enquête et on essaie de trouver une solution rapidement. J'en parlais avec je sais plus quel invité, mais moi ça m'a marqué sur Amazon Prime, où en fait quand il y a un souci, c'est un remboursement immédiat. On se pose même pas de questions, il y a pas d'enquête, on répond à un formulaire, il y a un remboursement immédiat. Et je me dis qu'au final, ça veut dire que la marge gagnée sur le produit justifie de pas perdre de l'argent sur du temps homme pour aller enquêter comme tu le dis, ou renvoi, retour. Ouais.
Ouais, c'est vrai que la politique de rembourser comme ça que fait Amazon est assez efficace parce que aussi ça fidélise. C'est vrai qu'une personne par exemple, si une personne reçoit un produit cassé, elle sera assez anxieuse et le fait de pouvoir proposer en tout cas un remboursement immédiat sans condition, ça rassure et ça fidélise. Donc c'est une manière aussi de fidéliser, ouais, le remboursement comme ça. Ok. Donc on était au SAV. Quelques personnes, vous êtes sur Zendesk, vous avez testé Freshdesk avant et l'email encore plus tôt dans l'histoire. Une cinquantaine de tickets uniques par jour sur des problèmes de commande, quoi. Ouais. Ok, de dénomination. Et sur la logistique, du coup, c'est intéressant. Faire monter la boîte dans ta chambre. Aujourd'hui, oui. vous êtes dans le garage. C'est très startup-like, quoi. Voilà. La logistique, on fait tout maison et pour le coup, on n'est pas très techniquement très bon. On n'a pas de logiciel. On n'a pas grand chose. On n'a pas de WMS. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la logistique, elle s'est faite au fur et à mesure. WMS, Warehouse Management System, qui permet de gérer son entrepôt, sa logistique. Ok. C'est ça. En fait, la logistique a énormément évolué et on l'a fait évoluer à la maison, on va dire. Donc ça veut dire que les premières commandes, je recevais des cartons que je stockais où je pouvais chez moi. Et en fait, on a su s'adapter au fur et à mesure. C'est ça aussi qui est bien dans cette aventure, c'est qu'on on s'est toujours adapté, on a toujours réussi à s'adapter en fonction des pics de commandes. Donc aujourd'hui, on a des livraisons tous les jours, des réapprovisionnements tous les jours, et notre objectif, c'est de livrer le plus possible, et tout part à 16-17 heures, quoi. Donc, tout part à 16-17 heures. Donc la commande passée le jour même. Alors, vous arrivez à faire ça? Parce qu'à 500 commandes par jour, il faut du monde. Alors, on a du monde. L'organisation, quoi. Ouais. On a essentiellement une part des commandes qui est en flux tendu. Ça veut dire que pour essayer d'avoir tout ce choix disponible, on a une partie qu'on n'a pas en stock et qu'on essaie de livrer le plus vite possible. Donc on est à peu près autour d'une semaine de délai. Et après le reste, ça vient une semaine entre le moment où j'ai passé commande, toi t'as passé commande, t'as reçu le produit, tu me l'as renvoyé. Ouais, exactement. Ouais. Et là, Amazon ne te fait pas de concurrence? Alors si, nous on développe aussi les produits stockés, donc ça veut dire là un délai de 24-48 heures. Et en fait on essaye de faire quelque chose de smart qui en fait on stocke les produits les plus vendus et après le reste, en fait si tu veux on te dit ok, tu veux une coque rapidement, tu en as, c'est les modèles les plus populaires. Tu veux une coque un petit peu plus customisée, un peu plus jolie, un peu plus qui est moins vendue du coup chez nous. Là, t'es prêt à attendre une semaine et il y a des clients qui sont prêts à attendre une semaine. Voilà. Mais du coup, ça, tu l'indiques pas sur ta fiche produit? Si, on l'indique. Ouais. Alors, on indique livraison je suis dans les listings produits. Si t'es sur le 5T, peut-être qu'il y a pas beaucoup justement de produits. Non, je suis allé sur un téléphone récent, le 8, mais donc on est en train de faire les réappros notamment, pour le 8. Ok. Mais donc, tu vas indiquer sur ta fiche produit qu'il y a une livraison rapide ou une livraison un peu plus lente. Okay, exactement. Et notre différence par rapport à Amazon, c'est surtout le prix, où quand même Amazon est beaucoup plus cher sur pas mal de produits, et aussi l'organisation. C'est quand même plus simple d'acheter une coque directement sur un site un peu de niche qui est ma coque que d'aller faire des dizaines de pages sur Amazon. Je trouve ça quand même assez formidable. Je fais une petite parenthèse, mais d'aller se battre contre Amazon sur un consommable. C'est un consommable, en vrai, une coque iPhone que tu fais, que tu achètes en Chine ou je sais pas où dans le monde et que tu revends en France, et d'arriver à survivre et de bien vivre. Ouais. C'est franchement, je trouve ça intéressant. Tu m'as dit que tu avais 30 000 produits, 30 000 fiches produits sur ton site. Ouais. Hors déclinaison d'ailleurs. Hors déclinaison. Ah oui, parce que tu peux avoir des différentes couleurs. Donc, oui, en vrai, énormément. Oui, on en a beaucoup plus. Je pense qu'on est autour de 100 000 produits. T'as 100 000 produits référencés sur ton site. Et juste pour avoir un ordre de grandeur, t'as un ratio de ce que vous avez en stock et ce qui est en... Je dirais qu'on a à peu près 20% en stock. Donc t'as 20 000 produits dans ton garage. Ouais, exactement. Ouais. Enfin, dans ton garage, on exagère. J'imagine que c'est quand même un peu plus grand qu'un garage. Ouais, on a évolué un peu le truc quand même. Mais pourquoi est-ce que vous faites ça vous-même? Alors, c'est une bonne question. C'est ce côté, je pense, familial. C'est ce côté. Je pense que c'est le fait
d'essayer de trouver une solution par nous-mêmes avant de la sous-traiter à quelqu'un. On travaille avec parfois des acteurs, bah là on a une agence pour le SEA, bah voilà, ça se fait un peu nouveau. naturellement. Et c'est nouveau, ouais. Ça c'est aussi pareil, c'est quelque chose que quand j'étais jeune, enfin quand t'es jeune, tu t'as pas beaucoup de moyens, donc dès le début tu sous-traites pas et t'essaies toujours de trouver une solution par toi-même. Et avec les outils qu'on a à notre portée, les CMS, tout ça, bah on peut faire quand même beaucoup par nous-mêmes, beaucoup de choses. Ok. C'est quoi ton plus gros challenge aujourd'hui? Alors l'internationalisation de Macoq. Donc sous le nom d'Illy pour tout ce qui est en Europe et monter cette nouvelle marketplace, les échoppes. D'accord. Voilà. Alors pour rester sur le business principal, donc Macoq, l'internationalisation, pour l'instant vous ne vendez qu'en France? On vend dans les pays francophones, Dans les donc France, pays francophones, Belgique, ok. Suisse, Canada et des dom-toms. Voilà. Et sinon après, on aimerait bien tester l'Europe et le Canada. D'accord, donc l'internationalisation, pardon, vous allez le faire sous le nom d'Illy. C'est quoi l'URL d'ailleurs? DEALY.com. DEALY.com. Bah, tu l'as depuis quand ce nom de domaine? Depuis 2018. Il a dû te coûter très cher, non? Oui, un petit peu, ouais. Tu peux nous dire combien? Ouais, on était dans les alentours de 10 000 euros, à peu près. Oh, bah, ça va, franchement. Ouais. 2, 3, 4, 5 lettres en .com pour 10 000. Beaucoup comme ça. ouais, une grosse négociation derrière aussi, mais c'est assez fou d'ailleurs, cet univers des noms de domaine. Ouais. Donc l'internationalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire principalement de la traduction de fiches? Exactement, ouais. D'où l'intérêt d'ailleurs d'avoir une équipe au Canada qui est bilingue. Ouais, okay. C'est ça. Et ben, t'as tout compris. En fait, les équipes au Canada ont cette force de pouvoir être bilingue quasiment naturellement, et c'est très pratique pour aller très très vite traduire son site. Nous, on a un business où on n'a pas beaucoup besoin de développer la marque. C'est essentiellement le prix qui est l'argument principal. Donc en fait, traduire le site va être suffisant à peu près. Je sais que ça change, mais à peu près pour rentrer dans le marché. Donc ce qui est pratique. Traduire les fiches va être suffisant pour rentrer dans le marché, d'accord. Et vous pouvez toujours faire l'expédition depuis la France, voire créer un deuxième entrepôt à... Oui, on créera un deuxième entrepôt, un petit peu comme on a fait, tu vois. Là, ça sera mon oncle qui louera un espace de stockage, et puis on changera les réappros, on les fera directement passer par exemple au Canada pour. Donc c'est assez simple, hein, finalement. Okay. Comment est-ce que vous avez alors pardon, je fais un pas de côté, mais comment est-ce que vous avez structuré le capital? Alors, bonne question. Là aussi, j'ai des anecdotes par rapport à ça. Donc moi, officiellement, j'ai commencé à 17 ans. Donc à l'époque, c'était quand même très compliqué de monter une entreprise quand on était mineur. Donc je faisais passer de l'argent sur la boîte de ma mère qui a monté une boîte de bijoux pendant 25 ans. Donc assez entrepreneur dans la famille. Et après, j'ai monté la boîte officiellement en 2018 avec donc il y avait déjà du CA qui rentrait. Pardon, pas en 2018, en 2013. La boîte était officiellement. Mais quand tu as eu 18 ans? Quand j'ai eu 18 ans, c'est ça. Ouais. Et en fait, à partir de là, mes parents m'ont dit, bah écoute, nous on est intéressés par ton histoire, puisqu'en plus, par cette aventure, en plus on générait quand même pas mal de chiffre d'affaires. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement. D'ailleurs, il n'y a pas eu de moment où on a décidé de monter le capital. Et en fait, pour résumer, mon père a une partie à 40%, moi j'ai le reste, et on a un actionnaire aussi qui est rentré pour nous aider, mais on n'a pas levé, mais voilà, il est rentré juste à 10% pour nous conseiller à l'époque, parce que quand on a 17-18 ans, c'est un peu compliqué de faire face. Enfin, en fait, à l'époque, donc la boîte a été créée, excuse-moi, hein, la boîte a été créée avec mon père au début. 60-40, et on a fait rentrer un actionnaire qui nous a un peu qui était un petit peu l'intermédiaire entre nous deux, parce que il peut y avoir assez vite des clashs entre ouais, juge de paix, arbitre, voilà. Garde-fou, je comprends. C'est ça. Ouais. Et alors je continue, mais ton frère avec qui tu as fait disons les premiers pas, lui il est pas dans le capital? Alors non, il est pas dans le capital. Il travaille pas du tout pour la boîte. Il a un peu aidé, mais ouais. Ok.
Très bien. Je reviens à l'internationalisation. Tu disais que vous battez surtout sur les prix. Ton objectif est pas forcément de faire connaître la marque. Ouais. Macoq, il y avait eu un acteur français d'ailleurs qui avait fait beaucoup de bruit il y a quelques années, qui avait levé énormément d'argent, qui faisait des coques sur mesure en boutique, en retail. Ouais. The Case. Ouais, Okay. The Case. Qui avait levé d'ailleurs avec Simoncini, si j'ai pas de bêtises. Je crois que c'est les anciens de Pixmania. Ouais, Pixmania, ça doit être ça. Ouais. Et ouais, alors c'était amusant. J'avais quand j'étais dans mon école, ils avaient une boutique. Et au bout de quand je suis sorti d'école, la boutique n'existait plus. Donc je sais pas s'ils se portent bien, mais bon. Eux, ils ont pris le choix de faire du retail, choix que je trouve mauvais pour en tout cas les coques en fait, parce que non, mais quand tu vends une coque à 6 € sur laquelle tu dois marger 1 euro, c'est compliqué d'avoir une boutique, quoi. Oui, et puis en fait, c'est là où je pense que c'est ce qu'ils ont pas compris, c'est que une boutique, c'est fait pour essayer, c'est fait pour toucher le produit. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui, dans le shopping, achètent des vêtements pour les essayer en magasin. Une coque, on n'a pas besoin de l'essayer. Une coque, on sait que si j'ai un iPhone 5, par exemple, il suffit d'acheter une coque pour iPhone 5, on sait que la coque ira en fait. Donc le choix, je trouve, des boutiques est pas très bon, mais voilà. Attends, parfait, ça me permet de sauter sur la question. C'est toi, tu ne distribues qu'en D2C, direct to consumer, donc via ton site uniquement. Ouais, pure player, okay. Via le site. Ouais. Tu aurais pu avoir des boutiques, mais on l'a dit et tu le penses et j'entends, c'est pas une bonne idée. Tu aurais pu distribuer aussi, mais comme c'est pas tes produits, ça ne sert pas à grand chose d'aller distribuer les produits de quelqu'un d'autre chez quelqu'un d'autre. Ouais. On a quelques boutiques physiques qui distribuent nos produits. En fait, ils font c'est du B2B là. On leur vend des coques et ils les mettent en magasin, même pas sous notre nom. C'est un petit marché, mais on fait un peu de B2B là-dessus, et aussi pas mal d'entreprises qui achètent des coques pour leurs salariés. Les gros groupes. Je sais pas si je peux les citer, mais alors de mon côté, tu as le droit de les citer. Je sais pas si eux t'autorisent à le faire, mais oui, non, mais des grands groupes, Andros, Nestlé. En fait, ils ont des grosses flottes de téléphones, plusieurs centaines de téléphones pour leurs salariés, et ils veulent, ça coûte assez cher un téléphone, et ils veulent que leurs salariés le protègent bien, donc ils font appel à nous dans ces cas-là. D'accord. Et ça, c'est quel volume d'affaires pour vous? Je dirais que c'est à peu près 10%, 10-15%. C'est pas. Donc c'est marginal. Ouais. Ok. C'est pas anecdotique, mais c'est marginal. Voilà. Mais pourtant, il peut y avoir une piste aussi là, une piste business, de développement. Complètement. Il y a d'autres acteurs qui prennent ce marché-là, le côté B2B. Là récemment, il y a le Louvre qui a fait appel à nous pour des coques personnalisées. Donc là, j'étais assez fier aussi de ça, mais ouais. Mais là, c'est de l'inbound. Vous n'allez pas le chercher, ce business. Exactement, ouais. En fait, comme on est bien positionné sur Google, finalement, ils font appel à nous directement. On n'a pas de commercial là-dessus. On pourrait. C'est quand même des besoins très particuliers et très ponctuels. Donc, c'est dur d'acquérir ce marché-là. Ok. En fait, il y a plein de leviers de croissance. Vous êtes développé tout seul, autofinancement. Vous faites le SAV la logistique à la maison. vous avez fait que du SEO jusqu'à présent. Vous n'allez pas chercher du B2B ou des partenariats. L'avenir est souriant si on se débrouille bien, quoi. Oui. Et vous êtes complètement, alors vous n'êtes pas du tout Amazon proof et pourtant vous en sortez bien. C'est très intéressant. Et Amazon. Du coup, j'imagine que tes produits, je peux les trouver sur Amazon ou en tout cas sous un autre. Mais vous n'avez jamais cherché à vendre sur Amazon, à créer la boutique sur Amazon? Alors ouais, Amazon c'est vraiment un cas à part. Alors nos produits seront un tout petit peu plus chers sur Amazon. Après, ça dépend les produits. Nous, on a pris le parti de pas vendre sur Amazon. Alors personnellement, moi, je pense que c'était pas une bonne idée parce que Amazon finalement. Pour moi, c'est un choix très court terme. J'ai envie de développer mes ventes. C'est un canal de vente. Je mets mes produits dessus, je vends et j'ai du chiffre d'affaires. Ça, c'est super. Le seul problème, c'est que Amazon n'a pas non plus une politique où ils vont pas essayer de chouchouter comme ils le font un peu croire leurs vendeurs. En fait, il est arrivé plusieurs fois que Amazon propose lui-même ses produits. Et finalement coupe l'herbe sous le pied du vendeur qui marchait bien sur Amazon. Pour moi, c'est pas un choix long terme d'aller sur Amazon. Ou ça peut être un choix, par exemple, si le produit est unique,
Par exemple, je sais pas, un produit fabriqué en France qui ne peut pas être revendu par Amazon à part si Amazon passe par la marque. Là, c'est un bon choix. Mais nous, en tout cas, pour notre business, c'était pas un bon choix parce que euh, finalement, enfin, c'est un peu risqué de laisser Amazon gérer tout et, euh, et en plus, on n'a pas la possibilité de récupérer les données des clients. Enfin, c'est voilà. Je comprends. Ça fait enfin, ça a du sens. Ce que disent d'autres, je pense à Shapehart qui était venu sur le podcast, sur le panier, qui s'appelle, le fondateur s'appelle Michael Weiss. Lui disait, c'est la plus grande boutique du monde, je vois pas pourquoi je devrais pas y être présent. Et il a des produits en propre qu'il fait produire et pour lesquels il a déposé un brevet qui permettent d'attacher des téléphones à un vélo, une moto ou à son bras pour aller courir, avec un système de fixation aimanté qui est vraiment malin et qui marche bien. Mais je pense qu'il y a plein de produits qui permettent d'arriver au même résultat. Et voilà. Mais lui disait non, c'est la plus grande boutique du monde, il faut y être présent. Enfin, je me dois d'y être présent. Mais je comprends ton point. Ok. Donc il est pas prévu de se mettre sur Amazon et ça a du sens. Ok. Non, et on voit, nous, on a vraiment senti pendant le Covid, on a vraiment senti la fin d'Amazon, enfin le fait qu'Amazon ferme ses entrepôts, nous, on l'a vraiment senti sur notre CA et on voit quand même c'est un acteur gigantesque. Hein. Toi, t'as eu un boost du coup pendant le Covid? À peu près plus de 100% de CA. Attends, tu m'as dit tout à l'heure quoi? Tu m'as dit 500 commandes par jour, hein, c'est ça? Ouais, c'est donc ça. T'es passé à 2000 commandes jour. Alors non, avant on était autour près des 300 commandes. Là, on est monté à 500-600 commandes par jour. Oui, pardon, j'ai fait x4 et pas x2. Ok. Parce que Amazon, enfin parce qu'en partie, j'imagine, avait des délais de livraison plus longs parce que les gens pouvaient plus acheter de coques en boutique. Et qu'on a augmenté aussi le panier moyen de 1 euro, 1 à 2 euros, parce que les personnes ont aussi beaucoup acheté d'accessoires en plus. Alors qu'avant, les accessoires sont plus chers. Et c'est ça, ouais. Ok. Par curiosité, toutes les petites boutiques qui vendent des téléphones et des cartes, il y en a énormément à Paris, j'imagine dans les autres régions aussi, mais dans les autres grandes villes aussi, mais les Libra et autres, toutes ces boutiques sont remplies d'accessoires et de coques. Ils se fournissent où? En Chine. Mais il n'y a pas de centrale d'achat? Alors en France, je pense qu'il en existe, même en Europe. Mais je pense qu'ils vont directement en Chine, hein, je pense. Je sais pas trop où est-ce qu'ils se sourcent, mais ouais, je pense. Après, il y a des plateformes en Europe qui font le relais entre la Chine et qui importent les produits pour tout le marché européen. Et ça, c'est pas un relais de croissance intéressant? Ça peut l'être, mais nous, on va à la source en fait directement. Donc c'est beaucoup moins cher. Si on non, je parle pas d'acheter au central d'achat, je parle d'aller vendre à ces boutiques. Ah oui, complètement. Ouais, mais ça veut dire mettre généralement, en place ils savent voilà. Terrain, et puis ils savent se sourcer eux-mêmes. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Donc, tu connais ton repeat business? Quand tu parles de 400 000 clients, ils achètent combien de fois? Parce qu'un téléphone, on le change quoi, tous les 18 mois, tous les 24 mois? Ouais, c'est ça, tous les à peu près 1 à 2 ans. Mais surtout 2 ans. Donc c'est vrai qu'on a des clients qui on n'a pas énormément de repeat business. Je dirais que c'est tous les jours on a à peu près 30% des clients de clients qui ont déjà passé une commande qui repassent commande. C'est beau. Donc sur les 300 à 600 commandes jour, il y a, tu m'as dit, un tiers qui fait du repeat. Ouais, un peu moins d'un tiers, ouais. Ok. Alors, tu l'identifies à une adresse mail? Oui, exactement. Ouais. Ok. On n'a pas mis en place encore de méthode pour mieux traquer sur le repeat business, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Ok, compris. Pour entrer dans le sujet de l'acquisition, jusqu'à présent, vous avez fait principalement du SEO, vous commencez à faire de l'achat média. Est-ce que tu as des conseils à donner en SEO? C'est quoi ton apprentissage? Ouais. Alors, le SEO, nous, c'est ce qui nous a fait grandir le plus. Alors, les conseils que je donnerais, il y a beaucoup je trouve que le sujet du SEO, c'est on a toujours l'impression que il faut être très expert. Il y a beaucoup de personnes qui vendent des formations. Globalement, le SEO, c'est assez simple. C'est avoir un site rapide, une expérience utilisateur qui est simple,
et poster du contenu régulièrement. Voilà, s'il faut résumer le SEO, c'est ça. Attends, t'as dit site rapide, expérience nouveau utilisateur contenu. et nouveau Ouais. contenu régulièrement. Voilà. Après, il y a aussi la partie prix qui est importante parce que forcément, si le client, enfin le prospect arrive, voit un produit pas cher, cette personne restera plus longtemps sur le site qu'une personne qui voit tout de suite des prix très très élevés. Mais ça, finalement, c'est pas un facteur, c'est un facteur indirect du bon référencement, le prix. Voilà. Donc après, c'est vrai que nous, on a lancé donc on fait beaucoup de SEA, notamment maintenant Google Ads et Bing Ads. On a lancé ça en novembre et là, c'est un canal aussi d'acquisition très important. Mais pour rester en tout cas sur le SEO, c'est travailler l'expérience utilisateur de son site et finalement devenir. Alors pourquoi est-ce que travailler l'expérience utilisateur a un impact sur le SEO? Alors tout simplement parce que la personne va rester longtemps et une personne qui reste longtemps sur votre site, c'est un bon indicateur pour Google et Google référencera forcément mieux le site puisqu'il a plu à l'utilisateur. Et finalement, c'est une preuve que le site plaît en fonction sur la recherche tapée par l'utilisateur. Donc il va chercher coque iPhone 11, il tombe sur ma coque, il tombe sur un produit qui est pas très cher, en tout cas qui peut être intéressant. Il va y rester un bout de temps parce que l'UX a été bien pensé, le site est rapide et ça plaît à Google. Il faut toujours se mettre à la place de Google. Google veut plaire à l'utilisateur final. User-centric, c'est l'utilisateur final. Donc si le site est effectivement plaît et donc me permet d'y rester longtemps, ça veut dire qu'a priori il est qualitatif pour l'utilisateur. Je comprends pour le UX sur les contenus, tu m'as dit tout à l'heure 300 nouveaux produits par mois, donc forcément ça fait du volume en nouveaux contenus. Non, par semaine, pardon, tu m'as dit par semaine. Ouais, 300 par semaine, ouais. Ok. Là, je suis sur une catégorie. Je suis rentré dans la catégorie iPhone 11 sur ton site. J'ai un fil d'Ariane, mais j'ai aucune description. J'ai toujours pensé qu'il fallait pour les catégories rajouter des descriptions. Alors, je t'invite à descendre ton cœur, à scroller la page juste en bas, tout en bas, et en fait, tu verras une grosse description de catégorie. Votre iPhone 11 est en sécurité avec ma coque. Il est ok. Voilà. Et après, dans la fiche produit, il y a du contenu aussi. Alors pourquoi est-ce que vous avez mis la description de la catégorie en bas de la page? Alors c'est de plus en plus, c'est une pratique qui est quand même assez généralisée. En fait, le problème de le mettre en haut, c'est que ça invite l'utilisateur à scroller tout le texte. Nous, on le met en bas, ce qui permet d'abord quand même au client final de produit d'abord. Voilà, le produit d'abord. Et en fait, c'est plus pour les robots. Pour bien leur indiquer que quand même il y a du contenu, mais c'est aussi pour pas déranger l'utilisateur dans sa navigation. Donc tu l'as tagué comme une description, Google voit une description, mais Google sait interpréter qu'elle est en bas de page. Oui. Parce que c'est un peu de la triche, mais ça ne pénalise pas. Non, ça pénalise pas. Peut-être que ça sera pénalisé un jour. Aujourd'hui, en tout cas, c'est pas prouvé que c'est pénalisant. Alors, si je reste sur la page, une page de catégorie, donc là je suis rentré sur iPhone 11, j'ai une URL qui est pas spécialement SEO friendly non plus. Oui, non, enfin il y a le. Mais ça n'impacte pas. J'ai le nom du modèle, j'ai iPhone 11, j'ai macoc.com/1504 qui doit être l'ID de la catégorie. C'est ça. -iPhone-11, ça c'est suffisant. C'est suffisant, ouais, c'est suffisant, complètement. Ouais. Quelles sont les optimisations que tu as fait sur la page catégorie ou la page produit ces 12 derniers mois qui ont vraiment eu un impact et dont tu peux nous parler? Ouais, j'en ai plein. Alors juste pour revenir sur l'URL, si tu vas sur les URL par exemple d'Amazon, tu verras que c'est une URL très 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 bizarre. Donc c'est pas forcément l'URL est importante, mais c'est pas un gros levier pour le SEO. Alors nous, par exemple, le choix qu'on a pris, c'est comme tu as pu le remarquer sur le site, on n'a pas de filtre. On peut pas filtrer par prix, on peut pas filtrer par matière, on peut pas. Donc, on nous a souvent dit et reproché parfois de pas proposer ce genre de choses, de fonctionnalités qu'on pourrait très bien proposer. Mais ça, par exemple, on a pris le parti d'avoir une catégorie avec les produits les meilleurs, avec un prix bas et pas de choix. En fait, plus on propose du choix, plus ça peut être facteur de complexité pour l'utilisateur final. Et nous, c'est vraiment très simple. Tu vois, c'est un menu très grand, des catégories structurées, tous les modèles. Tu rentres,
tu as tes produits et c'est tout. Et ton tri initial, il est fait sur quoi? Il est par, en fait, on positionne en fonction de plusieurs critères. Donc ça, c'est un peu notre, on va dire notre formule secrète, mais en fonction soit des meilleurs, si un produit est bien vendu, aussi parfois la marge, un produit qui a un peu plus de marge que l'autre. Voilà, il y a pas mal de. Mais ça veut dire que dans ton BO qui est PrestaShop actuellement, tu stockes ta marge? Alors on la stocke pas, mais on l'a à côté. On connaît un peu les modèles, donc voilà. Mais alors, ça veut dire On que pourrait, ça, c'est un algo ou c'est dans le code ou c'est éditorialisé? Non, c'est à la main? ouais, c'est fait à la main. On est en train de voir pour l'automatiser. Donc, quand j'arrive sur une catégorie, les produits que je vois, et je les vois assez rapidement puisque la description, tu l'as dit, est en bas et que les sous-catégories sont présentées assez simplement, je vais pas dire sommairement, mais les produits que je vois ensuite sont triés à la mano. Ouais. Ok, et ça c'est un add-on ou c'est un développement propre? Non, c'est dans le back-office de PrestaShop. Ok. Alors, je veux bien que tu nous donnes d'autres éléments d'optimisation SEO. Là, je suis entré maintenant sur une fiche produit. J'ai une description courte. C'est assez standard. Ouais. Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vraiment tu te sens vous avez fait des optimisations et que ça a fait une différence? Alors sur la partie fiche produit, pas tant que ça. C'est vraiment maximiser le contenu, essayer aussi de pas faire de copier-coller, tout ce qui est contenu dupliqué. Ça c'est un risque. Il y en a beaucoup qui dupliquent des contenus, et ça peut être pénalisant. Donc nous c'est la vraie règle, c'est une fiche produit unique à chaque fois. Unique, donc une centaine, oui, mais hors déclinaison, donc ça veut dire une trentaine de milliers de fiches produits uniques sur le site. C'est ça. Alors quand dans toutes les fiches il y a super, coque, silicone, c'est compliqué, ultra résistante, sécurisée. Oui, après il y a forcément un peu de repeat, il y en a forcément un petit peu de répétition, mais il faut essayer de minimiser la répétition. Ça c'est aussi quelque chose d'important, et aussi d'élargir le champ lexical et essayer de se creuser un peu la tête. Tu y passes combien de temps à faire l'optimisation SEO du site? Enfin, tu vois, ou la personne qui en est en charge? Alors, on n'a personne en charge aujourd'hui. On se base vraiment sur les règles qu'on s'était fixées à la création du site. Donc, quand j'avais 17 ans, il y a encore des restes. Et voilà, on fait pas d'optimisation spécialement là-dessus. On reste sur, on va dire, des règles standards de référencement. Là, on va lancer le blog, par exemple. Voilà. Ok, intéressant. Et où est-ce que tu remarques le plus de friction dans le tunnel d'achat? Alors, on est en train de revoir notre tunnel d'achat notamment. Nous, on a 5 étapes, donc ça peut être un peu long. Ce que je conseille, voilà. Oui, c'est ça, exactement. Par exemple, Shopify a un très très bon checkout en une étape qui est clair. Que tu peux pas modifier. Qu'on peut pas modifier, mais c'est sûr que nous, il faut. Mais qui est en une étape et qui est voilà. Ce que je dis souvent à propos de Shopify, c'est que on parlera technique dans 3 minutes, mais il y a des gens qui disent oui, mais Shopify, on peut pas modifier le tunnel d'achat. Je dis ouais, mais il y a une centaine d'ingénieurs qui y travaillent jour et nuit. Il y a des millions de boutiques qui sont dessus, donc a priori, ils ont fait des optimisations qu'on n'aurait pas nous les moyens, nous agences ou vous clients les moyens de mener. Donc, excuse-moi, je t'ai interrompu. Tu parlais du checkout en 5 étapes. Voilà. Donc ça, c'est là où on voit le plus de friction. Pas mal de personnes aussi qui partent à ce moment-là. Aussi, on a remarqué que par exemple la livraison gratuite, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont dit au panier, mais la livraison gratuite, c'est vraiment quelque chose qui nous a été bénéfique. Le fait de pas redemander à l'utilisateur final de faire un calcul et de se dire ok, là je vais payer de la livraison, le fait de la proposer gratuitement, c'est quand même pas mal. Voilà. On parlait Shopify et justement panier et checkout avec le fondateur de Merci Andy il y a quelques épisodes, un super épisode que je vous conseille. Qui lui a fait des trucs intéressants. Il y a une jauge quand tu arrives dans le checkout Shopify, il a développé sur mesure une jauge qui permet de voir ce que tu aurais en gratuit, une livraison ou des produits ou des cadeaux en fonction du montant que tu as dans ton panier. Ce qui visuellement, je trouve, c'est assez simple, mais visuellement, c'est assez intéressant. Ok. Ouais, de plus en plus de e-commerçants font ça. Et du coup, tu as une relance pour panier abandonné quand la personne est connectée? On le faisait. Maintenant, on le fait un petit peu moins parce que techniquement, on n'était pas très
satisfait du mail, il faudrait qu'on le revoie, mais ouais, ça c'est par exemple une bonne pratique qu'on ne fait pas et qu'il faudrait qu'on fasse. Ouais. Ok. Et du coup, juste, je fais un bond sur le back-office. Quand tu commandes un produit que vous n'avez pas en stock, toi, tu vas le commander après ma commande auprès de tes fournisseurs. Ouais. Ouais. Ça, c'est automatisé. Ouais. En fait, tu passes ta commande, si elle n'est pas en stock. Nous, tous les soirs, il y a des fichiers qui sont envoyés à tous les fournisseurs qu'on a en Chine. Et après, eux, ils s'occupent de nous les mettre dans des cartons, de faire le réappro pour nous. Et après, on reçoit tout quelques jours plus tard. Okay. Et après, on redispatch. Voilà. Après, on redispatche tout. Ouais. Ok, entendu. Restons sur sur la techno et ça m'intéresse. Macoq, vous l'avez lancé sur WooCommerce, ensuite vous êtes passé sur PrestaShop, sur Dili, vous avez fait du Magento et sur Les Échoppes, vous faites un développement en propre. C'est ça. Les Échoppes, c'est ton dernier projet. Pourquoi est-ce que vous faites un développement en propre après avoir testé et tu me disais en préambule avant l'enregistrement que tu avais aussi joué avec Shopify. Ouais. Pourquoi est-ce que vous faites un développement en propre sur Les Échoppes ? Alors, il y a peu de CMS Marketplace. Alors, il en existe. Il y a pas mal de solutions. Il y a Miracle, par exemple. Withaplace. Withaplace. Donc, il en existe beaucoup. Iceberg. Ouais. Pardon, j'en cite trois. Voilà, par souci de. Oui, c'est vrai, pour qu'il y ait la place pour tout le monde, mais il y en a plein en fait. Nous, on a pris surtout le fait de développer en propre en interne, c'est la garantie de proposer une expérience dont on a la maîtrise à 100%. Je m'explique, ça veut dire que nous, on développe les outils nous-mêmes, on les fait tester pareil en interne, et ça nous permet d'avoir une solution vraiment custom pour proposer une expérience d'achat personnalisée aux clients. C'est vraiment pour ça qu'on a pris ce choix-là. Tu peux faire du custom avec Magento, avec PrestaShop. Oui, on même peut, mais on peut faire du custom avec ces solutions-là, bien qu'elles ne soient pas créées spécifiquement pour du marketplace. Donc ça veut dire qu'il faut mettre des modules marketplace. C'est assez lourd. En plus, là, le problème des CMS, c'est que on recode des choses qui existent déjà, ou on a quand même on réutilise quand même quelque chose qui est assez lourd, notamment pour Magento par exemple. Nous, on a eu pas mal de problèmes avec Magento d'ailleurs. Quel type de problème? Vous étiez sur Magento 2 ou Magento 1.1? Ouais, Magento 2. Ouais, okay. Magento 2 dans les dernières versions, 2.3 je crois, ou 2.2. Et en fait, par exemple, nous, c'est aussi une des choses niveau tech qui a été un vrai problème pour nous, c'est que Magento, on a dû faire du custom sur quelque chose qui existait déjà. Et ça, c'est un problème parce que il y a beaucoup de friction entre les modules qu'on installe, les développements sur mesure qu'on fait. Et en fait, au bout d'un moment, tout se casse la gueule. Voilà, il y a un entremêlement de plein de choses custom qui existent déjà, et c'est pour ça que l'avantage de partir sur quelque chose en propre, c'est qu'on maîtrise tout. Et quand on peut le faire, et qu'on a les moyens et qu'on a les bonnes personnes pour le faire, c'est super. Mais du coup, c'est ton développeur en interne qui le fait aussi, le développement des échoppes. Exactement. Il a les échoppes et Macoq sur sa table. Ok. Moi, ce que je trouve hallucinant dans Magento et que j'aime énormément, c'est le degré de customisation que tu as sans code, justement. Ouais. Une fois que tu as développé ton thème, j'ai l'impression que la configuration, le setup, il est sans fin et que tu peux aller hyper loin. Mais je suis d'accord que c'est assez facile de faire des usines à gaz sur Magento si t'es pas drivé ou si tu veux faire de l'hyper custom. Si tu devais relancer, donc en mai 2015, vous êtes passé de WooCommerce à PrestaShop. Pourquoi? Sur Macoq? Alors, WooCommerce est une solution donc basée sur WordPress à la base, donc sur du blog. Alors, c'est pas gênant en soi, mais la solution était moins performante aussi à l'époque que PrestaShop. PrestaShop, c'est vraiment uniquement pour faire du e-commerce. C'est une solution vraiment e-commerce. Quand WooCommerce, c'est un module qu'on installe sur un outil de blogging. Donc, c'était pour ça. Et aussi alors ça c'était en 2015 hein. Ouais, 2015, ouais. Pardon, bien sûr. Je me permets une parenthèse parce qu'aujourd'hui WooCommerce a quand même vachement évolué, c'est fait racheter d'ailleurs par Automatic, la maison mère. Et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui c'est une plateforme e-commerce à part entière et tu peux y faire des choses top. C'est sûr. C'est assez souple, c'est open source. Ouais, c'est une très bonne solution aujourd'hui, et elle était à l'époque aussi moins conçue pour un grand catalogue comme le nôtre.
Et là, je conseillerais par exemple sur les catalogues à plusieurs dizaines de milliers de passer par soit un PrestaShop, soit un Magento. Pour les grosses boutiques, c'est quand même des solutions qui sont sérieuses. Alors, je me souviens plus de ta réponse, ou je sais même pas si j'ai posé la question, mais si tu redéveloppais Macoq aujourd'hui, tu passerais sur quoi? Je pense que je resterais sur PrestaShop ou peut-être Magento pour ce côté, cette masse de produits, surtout ça. Qu'est-ce qui te ferait hésiter? Entre les deux, entre Magento et PrestaShop, Ouais. je dirais que Magento, c'est quand même une usine à gaz, particulièrement une usine à gaz, très très lourd à installer, très lourd à maintenir. Quand PrestaShop, même on le voit, des personnes par exemple qui font du service client ou qui gèrent les stocks, ce genre de choses, quand ils le font sur PrestaShop même, c'est beaucoup plus simple. Le back office est plus simple à utiliser que Magento. Voilà. Ok, toutes ces solutions d'ailleurs on l'a pas dit, mais sont en PHP, qui est le langage le plus répandu, je pense, au monde. Je dis ça sans m'appuyer sur aucun chiffre, mais je pense avoir raison. Open source pour WooCommerce, pareil pour Presta, donc c'est des solutions super qu'on peut manipuler comme on le souhaite. Magento n'est pas, je sais pas si c'est open source, mais en tout cas c'est ouvert et manipulable. Ouais. Ok, donc tu resterais sur Presta ou Magento? Ouais. Est-ce qu'il y a des... Alors, il y a Shopify, il y a le cas Shopify aussi. Ouais, on en a pas parlé. Shopify, pareil, ça c'est une super solution pour se lancer, c'est idéal. C'est vrai que lancer une boutique avec Shopify, c'est génial. Après, dans le temps, encore une fois, pour des gros catalogues, ça reste une solution qui est pas idéale. Aussi, moi, ce qui me gêne, c'est, voilà, selon moi, je pense que quand il y a des catalogues avec des milliers de produits, des automatismes d'import produits, des connexions API dans tous les sens, je pense que c'est bien de maîtriser sa solution et d'avoir les clés de sa boutique finalement. Le fait aussi que Shopify soit une solution où la boutique t'appartient pas vraiment, pour moi, c'est un frein. Pourquoi? T'as la donnée client? Alors, il y a la donnée client, mais il n'y a pas toute la tech, en fait, et n'appartient pas à l'entreprise. Et je pense que quand même la partie technique est une brique super importante dans le e-commerce, et la maîtriser et avoir pouvoir manipuler vraiment la tech, c'est pour moi essentiel. Surtout sur du long terme. Ça va être mes 10 secondes vieux con, mais j'ai une quarantaine d'années, toi t'as quoi? T'as 25 ans, c'est ça? Ouais. C'est étonnant que je remarque ça, que tu veuilles maîtriser, posséder la tech. Alors que ton métier en fait, c'est de faire du SEO. Ton métier, c'est de faire venir, et du SEO et maintenant de l'acquisition, mais et d'obtenir les meilleurs prix auprès de tes fournisseurs et d'assurer une expérience ultra fluide entre un fournisseur et un client final. Ouais, mais je pense que la maîtrise de la tech permet sur le long terme de, par exemple, proposer de nouvelles expériences, de scaler aussi le business, d'être plus réactif et maîtriser par exemple, un lancement d'une campagne un petit peu nouvelle, une nouvelle expérience qu'on veut utiliser, qu'on veut proposer à l'utilisateur, d'avoir cette maîtrise. Je pense que c'est essentiel. Et d'ailleurs, on remarque que généralement les gros sites e-commerce de plus en plus se tournent vers des solutions maison, et je pense à raison. Se lancer avec un CMS, pour moi, c'est la meilleure chose. Mais c'est aussi bien de développer ses propres solutions quand on peut se le permettre. Ok, je crois que c'est une belle phrase de conclusion. On a fait le tour de tous ces sujets. Je te remercie énormément pour ta transparence. Ouais. C'est très intéressant. Si tu avais un conseil ou un apprentissage, disons, sur ces 12 derniers mois à donner à quelqu'un, qu'est-ce que ce serait? Alors, ça serait de commencer petit. On parle souvent de MVP. Nous, c'est vraiment c'est le conseil, c'est de commencer petit, ouvrir sa boutique avec des solutions faciles à mettre en place. Là pour le coup, Shopify est une bonne solution. Ça peut être un WooCommerce, un PrestaShop,
pourquoi pas un Magento. Et en fait, c'est d'évoluer au fur et à mesure avec sa solution, la transformer, aller pourquoi pas changer de solution entre temps. Voilà, c'est vraiment ça que je recommande. Et voilà, pas voir trop gros et commencer petit. Et l'enseignement aussi que j'ai moi sur cet épisode, c'est qu'on peut ne pas être Amazon Proof et très bien s'en sortir si tu maîtrises ta techno, ta distribution, ton SEO, et surtout ton prix. Voilà. Parce qu'en vrai, c'est là-dessus que les boîtes se font bouffer, c'est qu'ils sont pas Amazon Proof. Quand on dit Amazon Proof, c'est que on pourrait faire la même chose sur Amazon. Celles qui se font bouffer, c'est celles qui ne sont pas Amazon Proof et en plus sont plus chères, parce que là du coup, si t'es plus cher, que tu mets 3 jours à livrer et que le produit est disponible sur Amazon, et ben c'est triste, mais au-delà d'un côté patriote, ou en tout cas je n'ai pas de raison de... Okay. Ouais. Anatole, je te remercie énormément pour ton temps, c'était passionnant, hyper intéressant. Félicitations, parce que je trouve que c'est une belle aventure, une belle histoire. Je suis impatient qu'on se reparle dans 3 ans pour voir comment l'accélération s'est faite. Ce qu'on n'a pas dit, et ce que je peux dire là, c'est que vous êtes dans cette phase d'accélération. Donc on a parlé d'international, tu as parlé d'acquisition payante, c'est la première fois depuis 8 ans, 7 ans que vous le faites, vous avez commencé l'année dernière. Il y a une équipe qui va se monter au Canada pour lancer les pays anglo-saxons. J'imagine que un jour vous allez aussi peut-être confier la logistique à un prestataire pour vous affranchir de la charge. Enfin, j'imagine, j'en sais rien. Ah non, moi je pense pas. Non, tu garderas ad vitam. Ouais. Et je pense qu'on essaiera de développer notre propre solution logistique. Voilà. Et pourquoi pas la coupler à d'autres solutions qui existent, notamment Cubin qui est passé. Non, c'était Wing qui est passé. C'est Wing qui est passé. C'est ça. Ouais. Ouais, notamment, pourquoi pas travailler avec eux. Cool. Anatole, merci beaucoup. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci à vous tous, chers auditeurs. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, en tout cas, il m'a beaucoup plu. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.